Alors justement, pour pouvoir en parler, on a le plaisir de recevoir Romain Lavaux, qui est général partner chez Partech Venture. Romain, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous donner ton point de vue sur le marché du venture et nous donner ta vision? Merci Alexis. Moi, je suis ravi d'être là ce soir. Je suis d'ailleurs doublement ravi puisque comme c'est toujours un lundi soir, en fait, les séances de pitch, c'est que lundi soir, c'est nos comités d'investissement. Pour une fois, aujourd'hui, c'est Memorial Day aux US, donc on a mis ça le mardi, donc je peux être là. Donc, je suis absolument ravi. Je vais prendre 10 minutes pour vous parler de trois sujets qui sont assez centraux. Donc, cette crise et notamment ce qu'elle veut dire pour les entrepreneurs qui démarrent. Le spoiler, c'est que je suis assez optimiste, mais je vais vous expliquer pourquoi. Deux, évidemment, quels sont les secteurs à regarder. Et vous verrez que ce n'est pas aussi simple que everything remote. Ça aussi, j'espère que ça donnera des idées à ceux d'entre vous qui ne sont pas encore partis. Et trois, on va parler fundraising. Donc ça, je vous donnerai un peu les clés de lecture de notre côté, surtout en ce moment. Donc, comment on fait pour lever par les temps qui courent? Quelle est l'ambiance dans les fonds et est-ce qu'on peut lever en full remote, complètement sur Zoom? Là aussi, la réponse est oui, mais je vous en reparle dans les minutes qui viennent. Alors, pour commencer sur le sujet de la crise, alors moi, à titre personnel, donc j'ai été financé par Partech avant comme entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est que mon tour de seed, je l'ai levé en 2002, qui était un peu l'hiver nucléaire des startups. On avait démarré en 2001, donc complètement à contre-courant, au moment où tout le monde fermait. Donc, on a démarré dans une crise. Donc, je sais ce que ça veut dire que de tirer parti des opportunités qui naissent d'une crise. On a passé 2008 et 2009. Donc, à ce moment-là, on était 120 personnes dans la boîte. Et donc, là aussi, je vis maintenant de l'autre côté de la barrière, côté investisseur, ce que c'est que de traverser une crise. Et c'est pas simple. Et à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. À l'époque, il y avait très très peu d'aide gouvernementale. Donc aujourd'hui, je trouve qu'il y a une aide qui est fournie par les gouvernements des différents pays qui est remarquable. Maintenant, il ne faut pas que ça dure. Et donc aujourd'hui, je vis cette crise donc un petit peu différemment. Et ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est pas une bulle qui éclate, c'est pas un krach boursier qui du coup a des side effects sur les startups ou une guerre qui éclate quelque part. C'est en fait une crise de l'incertitude. Il y a un virus qui pose plein de questions auxquelles personne en fait n'a les réponses, ni les scientifiques, ni les politiques, ni qui que ce soit, et évidemment pas les entrepreneurs. Et donc la réaction par rapport à cette incertitude, c'est finalement une forme de repli sur soi. Donc en l'absence d'information, on se recroqueville dans notre coquille. Et en fait, ça, c'est des effets quasiment fractals jusqu'au niveau du pouvoir d'achat de chacun. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette incertitude, c'est un cercle vicieux. Parce que quand on est dans cette coquille, on consomme moins, qu'on soit un business ou un consommateur, hein, moins de consommation. Du coup, les fournisseurs ralentissent. Ça crée plus de chômage parce que s'ils ralentissent, il faut bien qu'ils adaptent leur unit economics. Plus de chômage veut dire encore plus d'incertitude et donc moins de consommation. Et en fait, ça s'alimente. Et cette espèce de cercle vicieux de l'incertitude, on a du mal à en sortir. Donc, le seul moyen, c'est finalement de réinjecter de la dépense publique au bon endroit pour essayer de freiner cette incertitude. C'est exactement ce que les gouvernements sont en train de faire. Maintenant, on sait que, pour reprendre un vocabulaire de VC, c'est pas scalable. Donc, on ne pourra pas faire ça éternellement. Mais donc, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est important de comprendre ça pour être capable de finalement imaginer les business qui vont fonctionner. C'est-à-dire ceux qui, dans un climat de grande incertitude, vont justement être une réponse. Donc ça, je vais vous en parler dans ma deuxième partie. Donc là où je suis optimiste, c'est que il y a deux choses qui se passent qui sont excellentes pour les startups, en particulier celles qui démarrent aujourd'hui. La première, c'est que, on va même dire trois choses. La première, c'est que une startup, par définition, elle est agile, elle n'a pas un burn rate de centaines de millions d'euros par mois comme un grand groupe, et donc elle est capable de s'adapter. Elle peut se mettre à la cape. Si elle n'a pas démarré, elle est capable de pivoter. Donc, très simplement, vous n'êtes pas, pour ceux qui sont entrepreneurs autour de la table, à la tête de business qui font 1 milliard de chiffre d'affaires basés sur des entrepôts, des camions, etc., qui ne servent plus à rien aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont dû investir en dur dans des assets qui sont inutilisés pendant 3 mois ou plus, c'est la catastrophe. Voilà. Les startups, et en particulier toutes les startups du monde digital, n'ont pas ce problème. Le deuxième, c'est que
dans tous les secteurs industriels, on met en évidence cette urgence de digitaliser. Tous les secteurs. Alors, il y en a qui sont plus en avance que d'autres, mais c'est le constat qu'ont fait tous les grands groupes et qu'ont fait tous les dirigeants de grands groupes, c'est que maintenant, on accélère sur la digitalisation. Donc, évidemment, les startups sont bien positionnées pour fournir les solutions de demain. Puis la troisième, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent disponible dans les fonds. C'est juste historique. Il y a en Europe 30 milliards qui a été levé dans les 2 dernières années. Donc ça, c'est quasiment en majorité de l'argent qui est dispo. C'est colossal. Pour vous donner une idée, il y a 10 ans, le marché européen du VC, c'était 3 milliards par an. Donc on a l'équivalent de 10 ans de munitions de 2012, pour vous donner un peu l'idée. Sachant qu'un an aujourd'hui, c'est à peu près 20 milliards. Donc même si les fonds s'arrêtaient de lever, il y a de quoi encore investir pour 2-3 ans, on va dire. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que les fonds vont être évidemment insensibles à la crise. Donc je vous dirai, on conclura sur ce qui se passe vraiment du côté des fonds et comment les fonds sont en train de répondre à ça. Voilà, donc une crise qui est assez particulière, avec plein d'incertitudes, et c'est le constat qu'on peut faire aujourd'hui après 3 mois de crise, c'est que cette incertitude, elle demeure. On ne sait pas encore grand-chose sur le virus, on ne sait pas grand-chose de notre avenir à court terme dans les même 2 mois, et bien malin celui qui pourrait prédire ce qui se passera dans un an. Donc, on peut essayer de faire plein d'hypothèses différentes, et nos entrepreneurs passent leur journée à essayer de faire plein d'hypothèses et de business plans. À la fin, c'est planifier pour cette incertitude. Alors, ce que ça veut dire en termes d'opportunités, c'est que justement, nous, on prend plutôt comme thèse que le remote, donc l'éducation à distance, le travail à distance, etc., tout ça, c'est une forme de réponse à l'incertitude, mais une forme seulement. En fait, cette incertitude, il y a plein de composantes. Par exemple, l'assurance est une réponse évidente à l'incertitude. L'accès au crédit est une réponse à l'incertitude, parce qu'évidemment, on est plus serein en environnement incertain quand on a un peu plus d'argent sur son compte en banque, qu'on soit un consommateur ou un business, que quand on n'en a pas. Donc là encore, réponse à l'incertitude. Entre des modèles de souscription versus des modèles dans lesquels on doit investir, par exemple acheter une voiture, par rapport à la louer mois le mois, là aussi, il n'y a pas photo, en réponse à l'incertitude. Des modèles, les business models qui font qu'on n'a pas à s'engager à long terme est également une bonne réponse. On va voir de ce point de vue-là des nouveaux modèles apparaître sur le real estate. Le real estate est un domaine qui mobilise énormément de cash pour beaucoup de gens. On peut imaginer qu'on va avoir un glissement de ces business models vers des choses beaucoup plus light, probablement à base de souscription aussi. Même chose sur tout ce qui va être santé. Donc, la santé fait partie de l'incertitude. C'est une incertitude qu'on porte tous les jours. Tout le monde autour de cette table, il peut nous arriver quelque chose demain. C'est une incertitude qui vient se superposer à toutes les autres. Et on a vu l'intérêt pendant cette crise sanitaire de l'ensemble des technologies digitales qui commencent à apparaître. Et donc là aussi, je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière et un fort accent là-dessus. Et avec, quand je dis santé, c'est santé physique, mentale, méditation, il y a plein de choses. Après, si vous regardez tous les autres domaines où il y a de l'incertitude, par exemple, toutes les transactions en ligne, c'est des transactions dans lesquelles la confiance prime. On va reparler de confiance d'ailleurs dans quelques minutes. Et donc cette confiance, c'est toutes les solutions autour de la gestion des identités, la gestion de la data, GDPR, etc., la transparence, la traçabilité. Donc tout ça, ce sont les domaines dans lesquels les business et les consommateurs vont rechercher encore plus de confiance en réponse à plus d'incertitudes. C'est toujours une idée de dire il y a plus de risques, on ne peut rien y faire, mais le risque, il est là. On va compenser ce risque par plus de confiance, moins de commitment à long terme, plus de flexibilité. Et après, effectivement, cette partie full remote, on va la retrouver dans une forme de résilience des business. Si vous êtes un patron de business aujourd'hui, pour compenser ces incertitudes sur demain, vous dire que du jour au lendemain, vous pouvez tout faire à distance, oui, ça va vous faire mieux dormir la nuit. Donc là-dedans, on peut faire rentrer digital workplace, tout ce qui est éducation à distance, etc. Donc, voilà. Mais ça n'est qu'un petit bout finalement de l'ensemble des opportunités. Et puis, il y a tout ce qui est automatisation. Ça, on l'a vu quand tout le monde est coincé chez soi. Avoir des robots, avoir de l'AI qui crunch de la data plutôt que de devoir tout faire à la main. Voilà. Tout ça, on a beaucoup d'opportunités dans ce domaine aussi. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est l'éventail des solutions. Ce sont des choses qui sont plutôt voilà, en réponse à la crise et donc particulièrement intéressantes pour les sociétés qui démarrent maintenant.
Voilà. Si ça fait 4 ans que vous êtes dans un business qui fait voilà, de la logistique pour les restaurants ou les hôtels, c'est un peu plus compliqué de pivoter que si vous démarrez d'une feuille blanche aujourd'hui en partant d'entrée sur les sujets et les business models qui vont coller. Alors ensuite, il y a également le fait que quand on démarre, en gros, il faut viser des tendances sur lesquelles on parie à 5-10 ans. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire émerger une grosse boîte. Et donc, nous, notre clé de lecture, pour essayer de faire des paris raisonnables sur ce qui va émerger dans 5 à 10 ans, c'est de regarder 5 à 10 ans plus tôt. Et 5 à 10 ans plus tôt aujourd'hui, c'est en fait la génération Z, c'est les 15-25 ans qui arrivent sur le marché du travail et le marché de la consommation. Et elle a une caractéristique, cette génération, c'est que c'est la plus grosse génération mondiale ever. C'est 2,5 milliards de personnes entre 15 et 25 ans dans le monde. Et donc, c'est une force de consommation colossale. Autant dire, ce sera 90% du focus de l'ensemble des marques et des retailers assez rapidement, si ce n'est pas déjà le cas, mais également une force de travail pour les business. Donc, ça veut dire que le combat pour ces consommateurs et le combat pour ces talents de demain, il démarre, il est très présent. Et donc, tout le monde doit pivoter quelque part en termes de produits adaptés à cette génération. Mobile first, très social, et avec un goût de l'impact et du purpose qui est très différent des générations présentes. C'est aussi ce qui me fait dire qu'on va avoir de plus en plus d'impact et de social dans les entreprises qu'on va voir. Et je pense que, moi je fais un pari un peu osé, mais je pense que dans 10 ans, tous les fonds de VC feront de l'impact. Parce que ça correspond à l'aspiration de cette génération qui est à la fois une génération de consommateurs et une génération d'entrepreneurs. Et ça, moi, je peux vous le dire, quand on regarde maintenant les pitchs qu'on reçoit, il y a de plus en plus cette dimension d'impact et d'effet sur le monde qui est présente. Voilà. Donc ça, c'est pour le bien et pour le mieux. Maintenant, en termes de fundraising, alors oui, là, ça s'est un petit peu calmé temporairement, mécaniquement, parce que voilà, dans beaucoup de cas, il faut quand même voyager pour faire des deals. Alors le seed est un endroit qui peut se faire un peu mieux à distance parce que les tickets sont plus petits, c'est en général un peu plus indiqué, donc on peut arriver à faire des tours comme ça. Maintenant, les tours de venture, les tours de growth, on se voit sur place, c'est quand même, juste pour essayer de prendre une analogie, c'est un peu comme si quelqu'un sonnait à votre porte en disant ding dong, j'ai un super placement pour vous, ça va vous rapporter 20% par an, faites un chèque de 500 000 euros. Vous allez lui dire merci, j'ai déjà ce qu'il faut. Ça ressemble un peu à ça d'essayer de faire un deal complètement à distance. On connaît pas la personne, on l'a jamais rencontrée, elle nous vend un truc très bien peut-être, on veut la croire. Et le problème, c'est que des gens qui frappent à la porte, il y en a une toutes les 10 secondes. Voilà, ça c'est à peu près le ressenti de l'autre côté de la table. Et donc, ce que je veux vous faire passer comme message, et donc plutôt pour les entrepreneurs parmi vous, c'est un message que je fais passer souvent, mais alors en ce moment, il est encore plus évident, c'est que ce qui compte en premier lieu dans un fundraising, c'est la confiance. Et il n'y a pas rien d'autre. Et donc, par exemple, un call d'email, c'est confiance zéro. Des calls d'email, on en reçoit beaucoup. J'ai fait les comptes récemment. Donc moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier avec bonheur. On reçoit 3000 pitchs par an. Donc, ça fait 21 000 pitchs. Et je vous laisse deviner combien. Donc là, et 90% en call d'email. Hein. Et donc, je vous laisse deviner combien on a fait de deals parmi les calls d'email qu'on a reçus. Donc, sur quasiment, on va dire, 18 000 pitchs. La réponse est 1. Et la barre était assez haute sur celui-là, puisque c'était l'ancien CTO de Deliveroo, associé avec l'ancienne CEO un gros site de dating anglais qui s'appelle Badoo, qui avait déjà une term sheet de NEA et qui m'a envoyé un call d'email qui était du LinkedIn, c'est encore du call d'email évolué, en disant écoute Romain, on cherche un investisseur pour compléter le tour et on a cherché quelqu'un qui a fait du dating et du gaming, on n'a trouvé que toi. C'était quand même du call d'email hyper travaillé. C'était pas juste, voilà, on a une nouvelle idée, on voudrait vous en parler. Et donc, cette confiance, elle est primordiale. Et donc, comment se font les deals aujourd'hui? Ils se font par le réseau. Donc, s'il y a bien un investissement à faire, et y compris en ce moment où c'est un petit peu plus calme sur le marché du VC, où c'est vrai qu'il va falloir encore 2-3 mois pour que ça revienne à peu près normal, si tout va bien, c'est de travailler votre réseau. Et donc, nous, on considère que plus la recommandation, alors d'ailleurs, si on a plusieurs recommandations qui nous parlent du même deal,
au même moment, c'est sûr que c'est tout de suite sur le dessus de la pile. Mais plus la recommandation est chaude, c'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît, en qui on a confiance en termes de jugement et qui nous dit, voilà, ça c'est une super équipe, je les ai rencontrés la semaine dernière, ils voudraient te parler, est-ce que tu es d'accord? Alors, double opt-in d'ailleurs. Ça marche absolument à tous les coups. Alors, ça ne veut pas dire que ça fait un deal à tous les coups, mais c'est en passant par le réseau, on est de toute façon, on va rencontrer les gens. Et donc après, c'est une affaire de relation personnelle qu'on arrive à tisser. Donc ça, c'est cette relation personnelle qui n'est pas évidente à tisser aujourd'hui sur Zoom. Mais là, encore une fois, si elle se fait avec des angels qu'on connaît, recommandés par des gens assez proches, ou idéalement des entrepreneurs qu'on finance déjà, ça facilite. On a fait 2 deals complètement sur Zoom dans les 6 dernières semaines. Les autres, on a fait une dizaine de deals en tout. Les autres, c'était plutôt des deals qu'on avait commencé avant, donc on avait eu le temps de rencontrer les gens. Mais il y en a 2 qu'on a fait complètement sur Zoom. Et là aussi, le syndicat a beaucoup joué. Le fait d'être avec des gens qui se connaissent entre eux. Bah, j'espère que Et Romain, après, on va pouvoir rapidement voir nos 3 deals, en tout cas nos 3 startups, faire des deals rapidement sur Zoom ce soir. ah bah écoute, c'est tout ce que je peux leur souhaiter. Voilà, et le dernier message que je vais vous faire passer, c'est que nous, on est très, très sensible en ce moment à 3 choses. Alors, il y a un peu le icing de ça, c'est le storytelling. Ça, on va le juger dans quelques minutes. Le storytelling est hyper important. On considère que le storytelling, bon, c'est important pour convaincre des entrepreneurs, des investisseurs, mais c'est également important pour convaincre vos premières recrues, vos premiers clients, des nouveaux VC, un jour un acquéreur. Donc, ça fait partie des skills qui sont essentiels, qui sont presque indépendantes du projet. C'est vraiment quelque chose de transverse. Et donc, les 3 choses qu'on veut voir aujourd'hui, que ce soit du B2C ou du B2B, c'est des produits qui sont des must-have. C'est-à-dire que l'ère un peu gadget avec des trucs très chouettes, mais qui sont du nice to have, c'est-à-dire la définition du nice to have, c'est un truc sur lequel on peut attendre 1 an, pas très grave, on s'en remettra. Aujourd'hui, ça marche pas. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui va se passer, c'est que les gens vont attendre 1 an. Donc, on a beaucoup de mal à les vendre. Donc, il faut tomber sur des produits qui sont sur lesquels vos clients, consumer ou business, se disent, il me faut ça, j'en ai besoin ce trimestre. La deuxième chose, c'est des cycles de vente courts. Alors ça, c'est plutôt lié au site, c'est-à-dire que s'il faut 18 mois de temps de cycle de vente, ça arrive quand vous vendez du software pour le manufacturing dans les usines, c'est 18 mois de cycle de vente. Et donc le problème, c'est qu'on sort de la fenêtre site série A, sachant que vous avez 18 mois pour montrer des métriques. Donc en fait, mécaniquement, on cherche plutôt des cycles de vente assez courts, sur lesquels on peut rapidement itérer. Et puis la dernière chose, c'est la profitabilité. Alors, c'est pas, évidemment, en site, on n'est jamais profitable, et heureusement, d'ailleurs, si on laisse, c'est plutôt louche. Mais en anglais, ça se marie très bien, c'est profitable. C'est d'avoir des business dans lesquels on se dit, si tout va mal et si le monde s'effondre, on peut quand même être à l'équilibre et c'est pas un business qui doit brûler 300 000 ou 3 millions par mois pour fonctionner. Voilà, donc c'est ces 3 composantes. Est-ce que le produit est un must-have? Est-ce qu'il se vend rapidement? Est-ce que le cycle de décision est rapide? Et puis, est-ce qu'on a un business qui ne va pas nécessiter un burn de folie pour fonctionner, et notamment aller jusqu'à la stéréa? Eh ben, écoute, Romain, Voilà merci pour ton éclairage. Et puis, écoute, j'espère que les 3 startups qui vont s'enchaîner te plairont. Et en tout cas, elles seront là pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour